Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la conférence digitale de la société Ecomium. Cette conférence sera animée par Daniel Sauvaget, président directeur général, Pierre Frégnac, directeur général adjoint, et Pauline Sauvaget, directrice administrative et financière. Merci de bien vouloir garder vos micros et caméras éteints durant la conférence. À l'issue de cette présentation, vous pourrez intervenir lors de la session des questions-réponses. Mesdames et messieurs, je vous laisse la parole. Merci, bonjour donc à toutes et tous. Merci de votre ponctualité donc pour cette conférence visio, encore une fois, compte tenu des circonstances sanitaires. Donc pour vous, je pense que beaucoup maintenant me connaissez. Donc je dirige cette entreprise que j'ai fondée il y a 11 ans maintenant. Et donc, en ce qui me concerne, donc un parcours dans l'industrie agroalimentaire et une formation continue au cours de ma carrière qui m'a permis d'obtenir 3 masters. Voilà, je passe la parole à Pierre. Oui, bonjour, donc Pierre Frégnac, directeur général adjoint d'Ecomiam, donc diplômé de l'ISG. Avant de rejoindre l'aventure Ecomiam, j'ai passé une petite trentaine d'années dans des multinationales américaines à des postes de supply chain ou de commerce. Et la dernière entreprise était Coca-Cola, que je suppose vous devez tous connaître. Merci Pierre. Bonjour à tous, Pauline Sauvaget, donc directrice administrative et financière. Donc je suis la fille de Daniel Sauvaget, donc j'ai eu la chance d'être impliquée dans l'aventure Ecomiam depuis ses débuts, notamment avec Daniel, mais aussi avec mon frère Antoine et ma sœur Charlotte qui ont participé au développement de l'entreprise. Donc je suis diplômée d'un master de recherche en finance. J'ai débuté mon expérience professionnelle en tant qu'analyste en fusion-acquisition dans une banque d'investissement. Ensuite, j'ai aussi travaillé en crowdfunding pour me diriger davantage vers la finance d'entreprise directement dans un groupe VF international en tant que contrôleur de gestion. Ensuite, je me suis spécialisée en fait dans l'excellence opérationnelle, donc via l'optimisation des process pour améliorer la performance financière des entreprises. Donc chez Ernst Young, par exemple, j'ai travaillé en automatisation de process et j'ai poursuivi cela lors de mon passage chez UBS, où j'ai dirigé pendant 3 ans des projets d'automatisation en utilisant cette fois-ci l'intelligence artificielle et le machine learning, toujours dans une optique d'amélioration de la performance financière. Merci Pauline. Donc, nous allons passer à la présentation de nos résultats, en vous rappelant donc, c'est l'occasion de confirmer et de vous dire que nous avons conforté bien évidemment notre place de troisième opérateur sur ce réseau spécialisé d'offres de produits surgelés. Nous disposons à l'arrêté des comptes au 30 septembre dernier, puisque c'est la date d'arrêté de nos comptes, nous disposions de 56 points de vente, et tous équipés de Click and Collect, qui apportent une praticité à nos clients, même si en termes de volumétrie de chiffre d'affaires, c'est encore modeste, puisque ça représente 5%. On a eu une forte croissance pendant les périodes de confinement, et ça s'est progressivement revenu avec un petit léger plus par rapport au passé. On était à 4%, maintenant ça se stabilise à 5%. Et nous avons toujours une offre livraison dans toute la France que nous offrons depuis maintenant 4-5 ans via notre partenariat avec Chronofresh, qui est elle aussi modeste en termes d'activité. Nous avons, comment je veux dire, démontré donc notre capacité à soutenir une croissance importante, puisque notre chiffre d'affaires s'est établi globalement à 36 200 000 euros. On développera le détail tout à l'heure sur une aire de jeu, sur un marché qui est calibré autour de 2 milliards d'euros. Donc vous voyez, on a encore de belles perspectives de croissance et de manière rentable, puisque nous dégageons sur cet exercice un EBE d'1 300 000 euros. Nous comptions au 30 septembre 44 collaborateurs. C'est en fait 38 en équivalent temps plein sur l'ensemble de l'exercice, puisque nous avons effectué progressivement au cours de l'exercice des recrutements. Donc, nous allons vous présenter les faits marquants de 2020-2021. Donc, je rappelle, un 1er octobre 2020, 30 septembre 2021. On vous détaillera donc cette croissance soutenue,
On vous précisera l'articulation de l'amélioration de la performance économique du réseau et vous précisez aussi, puisque c'est la première fois qu'en fait on va communiquer sur un bilan qui intègre l'opération l'IPO, donc bien évidemment qui nous a permis de renforcer significativement notre structure financière. Sur la présentation de la croissance d'activité, comment on voit ici sur ce slide l'évolution sur les 7 dernières années, donc effectivement cette croissance importante qui s'articule pour l'exercice que nous commentons sur une activité magasin à 31,7 millions et le complément pour la marche pour aller chercher les 36,2 millions, donc les 4,6 millions supplémentaires liés aux activités périphériques, donc liées à la croissance du réseau, mais également différents services qui sont offerts par l'entreprise dans son réseau. Nous avons réussi une belle performance sur cet exercice aussi, puisque nous avons créé 29 nouveaux points de vente. Nous en avions créé 5 l'année précédente. 29 nouveaux points de vente sur une année où les choses n'ont pas été simples non plus, comme vous le savez, sur l'aspect dans le cadre du contexte sanitaire. Donc c'est une vraie belle performance qui traduit l'appétence qu'offre notre réseau pour beaucoup de candidats à la franchise. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vais passer la parole à Pierre qui va justement vous préciser le détail de cette croissance du réseau. Alors, comme vous l'a dit Daniel, donc nous avons clôturé l'année fiscale avec 56 magasins, soit 29 de plus par rapport à l'année précédente. Comme nous vous l'avions dit, notre volonté était de nous développer sur le territoire métropolitain, mais avec en priorité le développement sur l'arc atlantique. Et donc, nous avons ouvert les nouveaux magasins, alors à 69% hors Bretagne, hein, qui est notre territoire de base historique. Et nous les avons ouverts dans les régions périphériques, donc la Normandie notamment, la Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire. Et nous avons également ouvert un magasin en Centre-Val-de-Loire, un en Occitanie et un en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui fait que l'objectif qu'on avait annoncé en bourse, qui est de 20 ouvertures par an jusqu'à 2025, a été dépassé sur cette année, puisque nous en avons fait 29. Bon, je passe la parole à Pauline qui va vous expliquer la construction de la rentabilité opérationnelle. Voilà, donc pour aider votre compréhension, on a fait un petit récap de la rentabilité du réseau par rapport à la rentabilité et le résultat d'exploitation consolidé. Donc on part ici, à gauche, on a le chiffre d'affaires magasin de 31,7 millions d'euros. Quand on enlève les achats consommés de 20,9 millions d'euros, on obtient la marge commerciale brute de 10,7 millions d'euros. Ensuite, quand on enlève les charges d'exploitation magasin, donc qui concernent vraiment l'exploitation des magasins pour réussir à faire le chiffre d'affaires magasin, donc là, on a les charges d'entreposage, de transport, les commissions versées aux affiliés et aussi les charges de marketing. Et qu'on ajoute les autres revenus magasins, donc ce sont des autres revenus qui nous viennent aussi de l'activité des magasins, on obtient un REX réseau de 2,1 millions d'euros. Ensuite, quand on considère tous les coûts de structure, donc c'est-à-dire tous les frais liés au siège et aux activités annexes du groupe Ecomiam, on obtient des coûts de structure de 4,9 millions d'euros. Donc c'est essentiellement des loyers, les charges de personnel du siège, les honoraires, les achats d'Ecomiam Aménagement, et qu'on ajoute aussi ici les autres revenus du groupe, donc qui considèrent les autres sociétés, donc en termes d'aménagement d'équipement, on obtient le REX consolidé de 0,9 millions d'euros. Voilà, donc j'espère que cette lecture vous aidera à comprendre notre modèle. Voilà. Et juste pour une petite précision, donc Ecomiam Aménagement est la structure qui aménage nos magasins dans le cadre du développement, hein, pour que ce soit bien clair pour tous. Sur l'année passée, donc on a continué à structurer et renforcer les équipes. On se professionnalise. On l'a fait, comme l'a dit Daniel, au fur et à mesure, hein, puisqu'on a fini l'année à 44 personnes et en équivalent temps plein, on était à 38.
Nous avons notamment renforcé donc la structure dont je viens de parler, les Comiam Aménagement, avec le recrutement d'une architecte d'intérieur, d'un maîtreur et d'une chef de projet. Nous avons également développé, c'est le cas de dire, la partie développement et animation, donc les personnes qui nous permettent de recruter des nouveaux affiliés et aussi de gérer le réseau, d'animer le réseau, parce que c'est pas tout d'ouvrir des magasins, mais il faut aussi animer, être proche de nouveaux affiliés. Et là, nous avons recruté 2 personnes, notamment un développeur immobilier commercial et le directeur de l'animation réseau. Nous avons également renforcé le marketing et la communication. On a notamment dédié une personne à la satisfaction client qui est clé pour nous, et on a recruté quelqu'un qui s'occupe de la RSE, et je vous en parlerai un petit peu plus tard sur nos actions sur la partie RSE. On a également renforcé la relation fournisseur en spécialisant les postes et en formant les gens, en les faisant monter en expertise. Et nous avons également renforcé la partie finance, RH, services généraux. Merci Pierre. Donc, on va passer maintenant un petit peu au détail des chiffres, donc pour présenter les résultats de l'année. Donc si on commence par l'analyse du compte de résultats, donc on retrouve ici nos 36,2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une augmentation de 57,4% par rapport à l'année passée. Donc comme vous le savez, on a ouvert 29 nouveaux magasins sur l'exercice, donc ça a participé à la croissance, mais également les magasins historiques. On note une croissance à périmètre constant de 6,6%. En ce qui concerne la marge commerciale brute, elle s'établit à 33,8%, donc une amélioration de 1,4 points par rapport à l'exercice précédent. Ensuite, le BE s'établit à 1,3 million. Donc ici, on a une belle augmentation de l'EBE de plus 84%. Donc le passage à l'EBE, donc on a différentes charges à considérer, notamment bien sûr les commissions affiliation qui s'établissent à peu près à 6 millions d'euros. Donc c'est à peu près le double par rapport à l'année dernière, étant donné la croissance de l'activité. On a aussi forcément les charges de marketing qui ont doublé aussi sur l'exercice. Les transports, entreposage et aussi les honoraires, donc des charges qui ont augmenté en ligne avec l'augmentation de l'activité. À noter aussi les charges de personnel qui ont augmenté de près de 1 million d'euros, notamment du fait de tous les recrutements que Pierre vous a présentés précédemment, et aussi du fait que Daniel Sauvaget a été intégré en tant que salarié à partir du 1er septembre 2020. Ensuite, quand on considère les dotations aux amortissements et provisions, donc pour 400 000 euros, on a un résultat d'exploitation de 900 000 euros, soit près de 3 fois le résultat d'exploitation de l'année dernière. Le résultat financier s'établit à moins 51 000 euros, donc c'est essentiellement des charges d'intérêt. Le résultat courant, du coup, tombe à 851 000 euros, soit 5 fois le résultat courant de l'année passée. À noter ici le résultat exceptionnel qui s'établit à moins 57 000 euros. Donc l'année dernière, on avait bénéficié de toutes les plus-values de cession des fonds de commerce qui ne s'est pas réitéré cette année. Enfin, en considérant la charge d'impôt, on tombe à un résultat net consolidé de 536 000 euros. Donc si on passe maintenant à l'analyse du bilan. Donc, en ce qui concerne l'actif, et en particulier l'actif immobilisé, donc on a 2 600 000 d'actifs immobilisés, dont 2 millions d'immobilisation corporelle, notamment du fait de l'agrandissement du siège à Quimper et aussi des travaux d'aménagement pour le nouveau magasin Quimper Sud, qui est un magasin qui est sous la structure des Comiam Exploitation. Nous avons aussi une augmentation des immobilisations financières à hauteur de 500 000 euros. Donc là, c'est les participations minoritaires dans les sociétés des affiliés et les créances qui sont rattachées à ces participations. On voit aussi l'augmentation des stocks, forcément en lien avec l'augmentation de l'activité. En ce qui concerne le poste client affilié, donc là, on a une réduction des créances clients. Donc il y a 2 choses qui ont joué. On a eu une modification de notre système de comptabilité et en parallèle, une manière de prélever les chiffres d'affaires qui a permis de réduire ce poste. En ce qui concerne les autres créances, donc on a dans les autres créances donc 1 709 000. Donc ici,
c'est principalement un paiement qui a été étalé pour le paiement des fonds de commerce lors des cessions, donc on a fait crédit, et ensuite principalement des créances envers l'État. Donc les disponibilités s'établissent à 10,3 millions, donc on verra le détail des flux de trésorerie dans la slide suivante, et les autres actifs pour 143 000. Donc on a un total d'actifs de 18 757 000 euros. Quand on regarde le passif, donc les capitaux propres se sont fortement renforcés grâce à l'IPO. Donc on a 12,6 millions d'euros de capitaux propres, donc la prime d'émission et l'augmentation de capital principalement. On a également des obligations convertibles qui ont été entièrement remboursées, et pour ce faire, on a contracté un emprunt bancaire. Donc le poste autres dettes financières a augmenté, on est à 2,9 millions, et on a aussi d'autres emprunts supplémentaires, notamment pour financer les aménagements de Quimper Sud, le nouveau magasin et l'agrandissement du siège. En ce qui concerne le poste fournisseur, donc là on est revenu en fait sur des délais de paiement fournisseurs plus normatifs. C'est pour ça qu'on voit une diminution du poste fournisseur dans le passif. Les dettes fiscales et sociales, elles s'établissent à 867 000 euros, donc en lien avec l'activité. Et les autres passifs, 243 000 euros, essentiellement les provisions pour le programme de carte de fidélité. Donc si on passe maintenant à l'analyse du tableau des flux de trésorerie, donc on va retrouver en fait les principaux éléments. En termes de capacité d'autofinancement, donc bien évidemment on a le résultat net, les DAP, et ensuite on a aussi l'impôt sur la prime d'émission qui a été réintégré dans la capacité d'autofinancement. En ce qui concerne la variation du BFR, donc comme on l'a dit, on a une augmentation des stocks, on a réduit nos dettes fournisseurs et on a quand même une baisse des créances clients. Donc la variation de BFR s'établit à moins 2 122 000 et du coup le flux de trésorerie de l'activité s'établit au final à 1 201 000 euros. En ce qui concerne les flux de trésorerie liés aux investissements, donc on retrouve ici les principaux postes, donc l'agrandissement du siège, l'aménagement du magasin de Quimper Sud et aussi les frais d'émission liés à l'IPO. Et donc du coup, on a utilisé 2 319 000 euros pour les opérations liées à l'investissement. Pour les flux de trésorerie liés au financement, donc là c'est essentiellement le produit de l'IPO, donc la prime d'émission et l'augmentation de capital social. Mais en parallèle, on a aussi du coup remboursé l'obligation convertible et pour cela contracté un nouvel emprunt. Et on a ensuite contracté d'autres petits emprunts pour, par exemple, l'aménagement de Quimper Sud et rembourser des emprunts existants. Donc, la trésorerie s'établit au final, la variation de trésorerie à 9 605 000. Et donc, quand on regarde le bilan dans sa totalité, on a donc un fonds de roulement qui s'établit à près de 13 millions d'euros, un BFR de près de 2,7 millions d'euros et du coup une trésorerie disponible à 10,3 millions. Voilà. Du coup, je donne la main à Pierre pour ce qui est de la démarche RSE. Donc, nous allons passer maintenant à la partie extra-financière. Donc, comme vous le savez, nous avons une démarche RSE volontariste. Les enjeux de développement durable font partie de l'ADN de l'entreprise et sont au cœur du concept Ecomiam. Je vous rappelle que nos produits sont essentiellement bruts et 100% origine France pour donc sécuriser évidemment la traçabilité, mais également réduire les distances de transport. Nous n'allons pas chercher des produits à l'autre bout du monde en l'occurrence. Nos produits sont majoritairement surgelés individuellement et portionnables pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un paquet et le décongeler en totalité. Vous prenez ce dont vous avez besoin et ensuite vous pouvez le remettre au congélateur, ce qui permet donc d'éviter ce gaspillage. Et également, chose importante et qui nous différencie énormément, c'est que nos produits sont sans suremballage pour évidemment réduire le volume des ménagers et également pouvoir afficher le juste prix, un prix accessible. Donc si vous venez dans le magasin, vous verrez
Il n'y a pas de suremballage, de joli emballage marketing. Vous voyez directement le produit. D'ailleurs, ça confère nos magasins un côté chaleureux, un peu comme les halles, les marchés, où vous voyez vraiment la fusion de produits. Autre point à noter, nos produits sont donc directement surgelés pour préserver les qualités gustatives et nutritionnelles. Vous savez qu'un des bénéfices du surgelé, quand il est fait, par exemple, juste après les récoltes, c'est de garder un niveau de vitamines assez élevé, à la différence des produits frais. Alors, évidemment, les vitamines sont très importantes juste après la récolte, si vous mangez juste après la récolte, mais si jamais ça passe par une chambre froide, que ça reste un certain temps sur les étals, ce niveau de vitamines diminue. Et le bénéfice, évidemment, du surgelé, c'est de les maintenir. Donc, c'est un de nos avantages. Vous le savez, notre volonté est de revenir à l'essentiel, qui est une demande forte des consommateurs. Tout ce qui ne sert pas à la valeur d'usage du produit, nous l'évitons. J'en profite pour vous rappeler rapidement notre concept et nos engagements. On vous l'a dit lors de l'introduction en bourse, alors on peut peut-être passer sur le slide suivant. Nous sommes un acteur éthique. Nous respectons et soutenons les filières de production françaises et pour cela, nous leur garantissons un prix d'achat sur 6 mois, ce qui leur permet de donner de la visibilité. Toujours dans cette approche de partenariat avec le monde agricole et les filières de production françaises, nous avons nommé en janvier 2021 Claire Loiseau en qualité de responsable RSE et de valorisation des filières de production. Donc elle fait lien justement avec l'amont et les filières de production françaises. Et j'en profite pour vous partager une de nos convictions qui est très forte, c'est que le bien-être animal, il passera en premier par le respect des éleveurs et la juste rémunération de ces derniers. Si les éleveurs ont la capacité d'investir dans leurs exploitations, eh bien évidemment, leurs animaux se porteront mieux. Et c'est notre conviction qu'on affiche haut et fort. Vous connaissez notre offre, je ne vais pas revenir dessus, je l'ai évoqué juste avant, donc des produits buts à cuisiner, une origine France garantie, on tient en compte l'environnement avec une offre conçue pour réduire le gaspillage alimentaire et réduire la production des déchets. Mais je voudrais surtout vous rappeler que nous affichons en magasin sur nos étiquettes la répartition des revenus. Donc nous avons une transparence sur nos prix d'achat par prix d'achat fournisseur, sur notre marge et ce que nous reversons à l'État. Je pense que nous sommes un des seuls à faire cela dans notre domaine d'activité. J'en profite pour vous rappeler également notre modèle avec nos affiliés. Donc nous travaillons avec un modèle de commission affiliation, ce qui veut dire de manière synthétique que le chiffre d'affaires et les stocks restent la propriété d'Ecomiam. Nous reversons une commission sur les ventes à nos affiliés, cette commission étant indexée sur les ventes. Et l'avantage, je dirais, de ce modèle est que nous pourrons fixer les prix et avoir les prix identiques sur toute la France. Chose importante, ce que nous pouvons constater, c'est que nous fidélisons notre réseau et qu'un tiers des affiliés sont multi-points de vente. Et ce qui est également intéressant à noter, c'est que dans les nouveaux affiliés, donc ceux qu'on a recrutés et qui ont ouvert l'année dernière, il y en a déjà qui ont ouvert plus d'un point de vente. Et ça, c'est très engageant. Je passe ensuite à la slide suivante pour vous dire ce qu'on fait en termes de RSE, je dirais en plus. Nous avons volontairement réalisé notre bilan carbone l'année dernière. Alors pourquoi je dis volontairement? C'est parce que vu la taille de notre entreprise, nous ne sommes pas obligés de le faire, mais comme c'est dans notre ADN, nous avons voulu le faire. Et je vais vous partager les premiers résultats, donc notamment sur la partie scope 1 et 2 des émissions de GES. Donc le scope 1 et 2, c'est les émissions directes de gaz à effet de serre. Donc en l'occurrence, pour nous, ça pourrait être les fuites de gaz frigorigènes et c'est également la consommation de carburant ou les émissions indirectes associées à l'énergie, donc électricité. Et là, en fait, nous dégageons 7,9 tonnes de CO2 par magasin et par an. Alors, ça ne va peut-être pas forcément vous parler en tant que tel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé à des magasins, des surfaces alimentaires de moins de 500 mètres carrés. Et là, on s'aperçoit que nous sommes à 34 kg équivalent CO2 au mètre carré de vente, quand les moyennes surfaces de 500 mètres carrés alimentaires sont à 76, donc moins 55%.
Et ces indications viennent de l'Observatoire de l'immobilier durable, donc qui est un regroupement de professionnels de l'immobilier dont l'ADEME et le ministère de la Transition écologique sont partenaires. Alors ça, c'était juste pour vous donner, comment dire, une meilleure perception du chiffre. Donc, il semblerait que nous sommes, je dirais, bien, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là. Et nous sommes actuellement en train de faire le scope 3. Donc, le scope 3 comprend le transport amont, les achats produits, également la part du transport de nos clients quand ils viennent chez nous, la cuisson des produits. Et ça, nous sommes en train de le faire et on aura plus d'éléments à vous donner dans les mois qui viennent. Par rapport à ces premiers résultats, ce que j'aimerais partager maintenant, c'est ce que nous allons faire parce qu'en effet, nous souhaitons aller plus loin. J'imagine que vous connaissez tous un des principaux principes de développement durable, qui est éviter, réduire ou compenser. Et ben, dans les actions que nous avons décidées, nous allons premièrement réduire les emballages plastiques. Nous avons fait un test cette année avec un de nos fournisseurs de légumes sur une référence pour voir si on pouvait diminuer l'épaisseur des sachets plastiques. Le test a été concluant, donc nous allons maintenant l'étendre à toutes ces références de ce fournisseur, ce qui va nous permettre de réduire de 16% les emballages plastiques sur ces légumes. Et on va économiser donc 1 tonne de plastique par an. L'autre point que nous souhaitons faire également, c'est compenser l'impact de nos émissions de gaz à effet de serre par le monde agricole. Donc, vous l'avez vu dans le slide précédent, nous émettons évidemment des gaz à effet de serre et nous souhaitons compenser. Et fidèle à notre, je dirais, volonté de soutenir les filières de production française, nous travaillons actuellement avec une association spécialisée dans le giron de la FNSEA pour justement que les éleveurs, les agriculteurs puissent mieux capter le carbone dans les sols, que nous puissions promouvoir avec eux des bonnes pratiques d'élevage qui réduisent les émissions de GES et également financer des plantations de haies. Nous avons également un autre objectif, qui est de renforcer notre raison d'être en éveillant la conscience de notre clientèle à l'empreinte carbone. Donc, ce n'est pas simple, mais c'est un sujet qui nous paraît important. Je pense qu'il est important que nos clients, les consommateurs, comprennent qu'ils peuvent avoir aussi un rôle en achetant nos produits. Et donc, nous travaillons également là-dessus. Je repasse la parole maintenant à Daniel qui va vous présenter le plan 2025, celui qu'on vous avait introduit en bourse, présenté lors de l'introduction en bourse, pardon. Merci Pierre pour ces explications. Donc, les informations que Pauline et Pierre vous ont communiquées nous permettent de, comme évoqué initialement, de consolider notre place dans le top 3 et surtout de nous mettre sereinement sur l'orbite que nous vous avions présentée lors de l'IPO. Donc, je rappelle les objectifs à 2025, c'était 125 points de vente, donc un rythme de création d'une vingtaine de points de vente par an et donc 110 millions d'euros de chiffre d'affaires et 7 millions d'euros de REX. Donc, notre objectif est donc, nous sommes bien dans le tempo, voire on a pris un peu d'avance, mais bon, comment je veux dire, nous sommes d'une culture un peu paysanne, on sait qu'il faut toujours être prudent, il peut y avoir des météos sympas et des météos un petit peu moins, mais c'est bien d'avoir pris en début de parcours un petit peu d'avance, ça nous met en sérénité pour la suite. Donc nos objectifs demeurent identiques, c'est de commercialiser auprès de l'ensemble des Français notre offre, cette offre singulière, comment je veux dire, ce soit en réseau magasin ou en complément d'offres digitales. Toujours avoir les moyens de promouvoir cette offre à un rapport qualité-prix qui soit juste, à la fois attractif pour le consommateur et rémunérateur pour les filières, accroître la fréquentation. Donc là, c'est un gros travail, bien sûr, que nous engageons avec nos nouveaux affiliés, en particulier sur les territoires de conquête, où là, sous l'impulsion de Pierre et de notre responsable marketing, nous sommes en phase finale de sélection d'un partenaire, d'une agence de communication pour déployer un peu plus en avance sur 2022 notre activité de communication. L'an passé, nous avons eu des actions de communication assez soutenues, mais nous préférions disposer déjà d'une diffusion numérique suffisamment importante pour bien transformer les efforts de communication supplémentaires que nous avons réalisés, donc ce qui va être engagé sur cette année.
et puis incarner, rendre visible notre démarche. Donc là, c'est effectivement un point important pour se distinguer de l'offre des produits alimentaires d'une manière générale. C'est effectivement de bien faire passer le message que nous sommes sur un positionnement bien particulier de réconciliation du consommateur avec son écosystème. Et je pense que quand on voit l'évolution du wording de nos principaux concurrents directs, ils sont plus convergés vers nous que nous avons convergé vers eux, ce qui est plutôt rassurant et ce qui prouve que nous avions su nous positionner judicieusement sur ce marché. Donc, si on avance dans la présentation, donc juste pour vous matérialiser un petit peu ce maillage, hein, cette diffusion numérique qui se construit d'année en année. Donc, vous avez la présentation non plus au 30 septembre ici, mais au 31 décembre, à date, hein, tout simplement, puisque nous avons créé depuis l'arrêté des comptes 7 nouveaux points de vente. Donc, alors, nous sommes sur un rythme proche de l'an passé, mais je pense que nous ne réaliserons pas forcément la performance de l'an passé en termes de création de points de vente. Il faut considérer qu'il y a des projets qui prennent du retard, hein. Vous avez entendu parler de ces problèmes de disponibilité de matériaux, de personnel. Enfin bon, nous sommes un petit peu impactés à la marge par ces difficultés-là. Mais bon, nous serons largement au-dessus des 20 annoncés, mais sans doute peut-être pas au niveau de l'an passé. Mais pour vous présenter la cohérence de notre démarche d'implantation, donc vous voyez bien que nous construisons notre diffusion numérique en densifiant sur le Grand Ouest, donc avec une forte présence en Bretagne, qui va être encore confortée cette année. Et puis une densification souhaitée Normandie. Alors, ce qui concerne la région parisienne, pour nos amis parisiens qui nous écoutent, je vais tuer un petit peu l'enthousiasme, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt d'arriver en région parisienne de manière très dense. Là, on s'est positionné à Magny-en-Vexin, une belle opportunité, un très beau démarrage d'ailleurs d'activité, mais qui est très frontalier à la Normandie. C'est pour ça qu'on l'avait accepté. Nous n'en sommes pas encore à vouloir investiguer la totalité de l'Île-de-France. Nous allons plutôt densifier sur Normandie, Pays de Loire, le Centre-Val et la Nouvelle-Aquitaine, et quelques opérations aussi un peu complémentaires en Occitanie. Donc sur la traduction en chiffre d'affaires, donc le premier trimestre, nous avons déjà communiqué donc, sur une progression de 32% de chiffre d'affaires en magasin. Là, on parle bien que du premier bloc que vous a présenté tout à l'heure Pauline, le bloc chiffre d'affaires magasin, 32%, avec une baisse comparable. Donc là, très clairement, la profession l'évaluait entre 15 et 20%. Nous avons constaté autour de 13% la dégradation par rapport à une activité soutenue par le contexte sanitaire particulier du confinement qui était très favorable à l'activité de surgelés. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, encore une fois, sur le slide suivant, on réaffirme nos objectifs que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, le marché de 2 milliards, il s'est sans doute élargi sous l'impulsion des événements passés. Je pense que notre arrivée sur le marché, je pense que les observateurs ont pu le vérifier, a redynamisé un petit peu. Alors, il n'y a pas que nous, hein, il y a bien évidemment des choix effectués par des actionnaires, des nominations de dirigeants peut-être plus dynamiques, mais globalement, on voit que l'offre des réseaux spécialisés surgelés s'est bien bougé là, sur ces 2-3 dernières années. Et je pense que notre venue n'est pas complètement étrangère à ça. Donc, on peut imaginer que le marché de 2 milliards soit un petit peu plus élargi. En tout cas, nous maintenons notre priorité sur les 200 villes moyennes. On voit que les plus beaux succès de démarrage pour nous sont réalisés sur des villes moyennes. C'est plus facile d'exister, de créer l'événement, de vite être révélé au grand public. C'est plus facile que sur des plus grosses villes. Et là-dessus, on voit la population rurale, 49 millions d'habitants, laisse largement de quoi, nous laisse un terrain de jeu tout à fait suffisant pour mener nos projets et respecter nos objectifs.
nous cumulons aujourd'hui 1400 demandes d'affiliation. Donc, on voit toujours qu'il y a cette appétence pour notre réseau, pour les valeurs qu'il porte et comment je veux dire, le modèle économique qu'il représente. Et donc, on maintient, ça c'est notre côté paysan un peu, là, on ne s'enflamme pas. Même si on a fait 29 l'an passé, on maintient bien le rythme des 20 ouvertures par an jusqu'à fin 2025. Donc, on ne relève pas nos ambitions pour 2025. On vous confirme que, effectivement, cet exercice que nous vous présentons aujourd'hui nous ont permis de nous mettre de manière sereine sur cette orbite et que ça nous permettra de faire face, s'il y a lieu, à des circonstances un petit peu plus difficiles. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, heureux de pouvoir vous retrouver. Donc, c'est le premier exercice complet, un post-IPO que nous vous présentons, et de pouvoir vous réaffirmer droit dans les yeux. Donc, les facteurs clés d'investissement que nous vous présentions il y a maintenant 1 an et demi, eh bien, se confirment. Donc, nous sommes bien dans les nouvelles tendances de consommation. Nous démontrons, je pense, avec force notre dimension éthique dans notre métier. Nous avons renforcé, structuré le management en termes d'expertise. Je pense que Pierre vous l'a exposé tout à l'heure. La dynamique est forte et bien engagée. Et comme vous l'avez pu le constater avec Pauline et tout ça, on reste toujours, et j'y suis particulièrement attaché, dans cet état d'esprit d'entreprise familiale qui soutient une bonne dynamique de développement. Donc, nous avons close la présentation de ce matin que nous avions souhaité vous délivrer, et nous vous proposons maintenant de passer aux questions-réponses. Monsieur Montel-Nicolas de Ports-en-Part, vous pouvez activer votre micro. La parole est à vous. Bonjour. Alors, j'avais une série de questions. Est-ce que vous pourriez nous communiquer la marge commerciale sur produits surgelés? Est-ce qu'on s'approche bien des 35%, je dirais, de votre modèle économique? Ensuite, j'aurais voulu connaître, est-ce que vous allez avoir des recrutements en 2021-2022? Est-ce que vous allez encore étoffer vos équipes? Également, quel est votre plan marketing sur l'exercice en cours, notamment pour accompagner le lancement et accroître la notoriété de vos magasins, en particulier, je pense que la problématique se situe plus de vos magasins en dehors de Bretagne. Et également, j'aurais voulu connaître l'impact que vous voyez des hausses de prix. Je pense que vous avez déjà dû en passer un certain nombre sur le panier moyen. Est-ce qu'il y a une sensibilité là-dessus ou ça n'affecte pas, je dirais, vos niveaux de vente? Voilà, merci beaucoup. Donc, je propose que Pauline réponde à la première question, Pierre aux 2 suivantes, et je prendrai la 4e. Très bien. Donc, bonjour Nicolas. Oui, donc tout à fait, la marge marge commerciale brute sur les surgelés, on est dans l'objectif de 35%. La marge présentée concerne aussi les emballages, et donc du coup, c'est pour ça qu'on tombe à 33,8 comme annoncé dans la présentation. Et est-ce qu'elle prend en compte également les achats d'équipements que vous revendez, notamment tout ce qui est équipement de magasin lors des ouvertures Non, justement, du coup, là, c'est vraiment considéré sur les achats de marchandises surgelées et emballages. Et donc, du coup, tout ce qui est partie équipement, aménagement, en fait, est considéré ensuite dans la deuxième partie comme présenté sur la rentabilité. Merci. Donc, Nicolas, pour compléter le propos de Pauline, donc c'est la première fois qu'on s'est croisés, on devait être à 31, je crois. On arrive à presque 34, et donc je rappelle que nous arbitrons notre marge brute à l'occasion du renouvellement des catalogues, la fixation des prix à l'achat auprès de nos fournisseurs comme vente auprès de nos clients, c'est réexaminé donc par rythme de 6 mois. Et donc, depuis l'arrêté des comptes que nous vous présentons, nous avons renouvelé le catalogue qui sera à nouveau renouvelé fin mars. Et donc, nous avons encore consolidé, amélioré le taux de marge brute. Donc, on est très serein pour respecter les objectifs de taux de marge brute. Je vais répondre tout de suite au 4e point, puis je te passerai la parole, Pierre, sur l'impact des hausses de prix, parce que là,
on est dans le cœur du réacteur et bien évidemment, les hausses de prix peuvent altérer le niveau de marge brute. Donc, nous avions anticipé avec nos fournisseurs lors du renouvellement du catalogue, hein, donc fin septembre, nous avions anticipé un certain nombre de hausses de prix. Et donc, nous avons pu vérifier que la répercussion de ces hausses de prix s'est correctement passée auprès de nos clients, et ce qui nous permet de maintenir des prix fixes jusqu'au 25 mars. Donc, on doit être un des seuls distributeurs actuellement à ne pas bouger les prix de vente consommateurs en ce début d'année. Et on essaye d'ailleurs d'en faire la promotion auprès de nos consommateurs pour activer nos ventes. Alors, durant cette période, on a décidé de donner un coup de main à quelques filières qui étaient un petit peu impactées. Donc, on a accepté de rogner un petit peu nos marges sur quelques produits, toujours dans cet esprit de partenariat, mais avec un plan pour nous refaire, entre guillemets, la cerise sur le second catalogue de l'année. Donc, les hausses de prix, il y en aura. Je pense qu'on a bien travaillé avec nos fournisseurs pour bien les identifier sur le prochain catalogue, les répercuter intelligemment à nos consommateurs. Quand je dis répercuter intelligemment, c'est que parfois on va corriger le poids de l'emballage pour que l'attractivité en termes de prix et unité de vente ne soit pas trop altérée, et de sorte que le second catalogue de l'exercice nous permettra d'améliorer encore à la marge le taux de marge brute et de rester attractif pour nos consommateurs. Pierre, pour le recrutement et le plan marketing. Alors sur la partie recrutement, je confirme que nous allons continuer à recruter, hein, comme on l'a fait l'année dernière. Donc on recrute au fur et à mesure en fonction des besoins. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous allons renforcer la partie achat avec le recrutement d'un responsable achat et offre. On a une volonté aussi de travailler notre offre, d'avoir l'offre la plus adaptée et qui correspond à nos clients. Nous allons également recruter. Juste là-dessus, sur l'offre, c'est pour avoir, je sais pas, des origines plus régionales dans votre catalogue de produits. Quelle est la... Est-ce que c'était aussi un de vos objectifs d'avoir une part d'au moins 20% de c'est un bon point. Donc nous, très clairement, donc, comme on l'a dit, nos produits sont 100% origine France. Mais on a effectivement une volonté d'avoir des produits régionaux, et c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui est vraiment dédié aux achats pour rencontrer des fournisseurs ou trouver des nouveaux produits, d'où ce recrutement qui est déjà lancé. On est dans l'étude des CV actuellement. On veut également renforcer la partie CRM et fidélisation des clients. Comme vous le savez, nous avons investi l'année dernière dans un outil de CRM qui nous permet d'adresser nos clients, de leur communiquer de manière régulière, soit avec des newsletters, soit avec des SMS, et qui nous permet également de regrouper les clients en fonction de leur comportement d'achat. Ça peut être bien entendu la fréquence, ça peut être évidemment leur panier moyen, mais ça peut être ce qu'ils achètent. Et nous souhaitons vraiment pouvoir communiquer de manière spécifique à ces groupes de clients. On veut absolument que les communications soient différentes en fonction du groupe de clients, et c'est pour ça qu'on veut s'attacher les services d'un expert et que nous avons lancé le recrutement. Nous allons également nous renforcer sur la partie animation réseau. Nous avons clôturé donc le fiscal avec 56 magasins. Au 31 décembre, nous étions à 63. Nous allons continuer à progresser. Donc nous avons absolument besoin de personnes sur la route pour qu'ils puissent aider nos affiliés, les responsables de magasins, à développer leur chiffre d'affaires en travaillant leurs indicateurs et en étant le relais de l'enseigne. Donc ça, c'est les trois, je dirais, postes qui sont en cours de recrutement. Et je pense qu'en cours d'année, on renforcera certainement la partie marketing, ce qui me permet de faire le lien avec là où on en est sur la communication. Donc sur l'année précédente, on a accentué la communication. On a notamment utilisé notre outil de CRM. On a évidemment travaillé beaucoup avec la presse quotidienne régionale. Et nous sommes passés en radio en utilisant les radios régionales, en les focalisant à proximité de nos magasins pour ne pas diluer l'argent qu'on investissait en marketing. La volonté maintenant cette année, c'est de passer à un niveau supérieur, donc comme l'a très bien dit Daniel, hein, c'est-à-dire qu'on a voulu dans un premier temps développer le réseau
Et ensuite, maintenant, passer à plus de communication pour évidemment mutualiser les dépenses par magasin, entre guillemets, hein. Et nous sommes rentrés donc dans une appel d'offres pour sélectionner une agence de com et une agence de médias. Cet appel d'offres est en cours. Nous avons déjà fait une présélection et devrait se finir début février, ce qui nous permettra de commencer à monter en puissance en termes de communication à partir, je dirais, du mois de mars, et on va se renforcer au fur et à mesure. Donc oui, nous allons augmenter nos dépenses de communication. Nous allons aller certainement sur d'autres médias. On va travailler notre mix média grâce à justement l'accompagnement de ces experts. Voilà la réponse que je peux faire. Merci beaucoup. Monsieur Coville-Armel de chez Odo, vous pouvez activer votre micro. La parole est à vous. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui. Impeccable, bonjour à tous. Dans le prolongement de ces questions, est-ce que vous pouvez quantifier un petit peu plus cette augmentation des dépenses marketing? Et par curiosité, je serais aussi intéressé pour connaître un peu l'enveloppe que vous comptez consacrer à tout ce qui est sponsoring au niveau sportif. J'avais cru voir que vous étiez désormais sur le maillot du Stade brestois. Est-ce que ça fait partie de ces dépenses marketing que vous mentionnez? Et plus généralement, voir un petit peu là où vous comptez aller en termes de dépenses sur ce sujet, s'il vous plaît. Donc sur le plan du sponsoring sportif, on va rester là. On vient d'accompagner, mais c'est un budget modeste, un sportif de haut niveau en athlétisme comme pour le l'handisport, Louis Radius, mais ça reste marginal et on n'a pas d'ambition de déployer de gros efforts sur le sponsoring sportif. Il nous a paru important d'exister. Enfin, c'est un petit peu ma marotte, ça, mais je pense qu'il est important que, surtout un distributeur, on a besoin de créer un lien de confiance et il faut revendiquer une attache à un territoire. Enfin, pour moi, c'est important. Et comme Yam, je pense qu'il est important que les gens le situent aussi géographiquement. Et c'est ce que permet, entre autres, le sponsoring sportif, c'est d'être attaché à un territoire. On est breton, on est de quelque part, ce pas des gens comme ça, apatrides, qui viennent vous proposer des marchandises, c'est des gens qui existent, qui ont une existence et une attache locale. En tout cas, c'est l'aspect. Pour le reste, du budget, donc il est un peu prématuré pour communiquer. Il va être significativement revu à la hausse cette année par rapport à ce que vient d'évoquer Pierre. Il sera définitivement arbitré en fonction de la sélection du partenaire agence de communication. On verra si on joue un coup d'audace supplémentaire ou pas en fonction des propositions et de la pertinence sur toutes ces propositions. Donc, retenez simplement qu'effectivement, l'an passé, nous étions sur une masse de l'ordre de 900 K euros, je crois, Pauline, tout compris. Donc, je pense qu'il n'est pas déraisonnable de dire qu'on sera au-dessus de on va au moins multiplier par deux cette somme-là, je pense que d'une manière globale, approche globale. Mais encore une fois, le budget n'est pas complètement arrêté en fonction des arbitrages qui seront pris, du choix de l'agence qui va nous accompagner. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, très bien, merci beaucoup. Emmanuel Pinault de Wendert Capital, vous pouvez activer votre micro. La parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Bravo pour ces résultats. J'aurais trois questions, si vous permettez. La première, je reviens sur ces dépenses de structure. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée en année pleine de ce que ça va représenter en 2022? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est porter sur le réseau. Vous allez beaucoup plus vite que prévu. Est-ce qu'il y a des régions où vous êtes un petit peu déçus ou des endroits ou des magasins qui sont un petit peu en souffrance par rapport à ce que vous aviez prévu? Et la troisième question, c'est revenir sur
la stratégie immobilière. Vous savez que l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des emplacements qui sont aujourd'hui plus difficiles à trouver dans certains endroits? Merci. Pauline, tu réponds peut-être à la question? Oui, pas de problème. Bonjour et merci pour votre question. Donc, en ce qui concerne les dépenses de structure, donc faut bien comprendre dans les dépenses de structure, donc il y a les dépenses de siège. Donc, par exemple, avec le recrutement de nouvelles personnes, les charges de personnel ici, ce poste va augmenter. Il y a aussi les dépenses liées en fait aux activités d'aménagement des magasins et d'équipement des magasins. Donc, forcément lié avec l'augmentation de l'activité, là aussi, on va pouvoir voir une augmentation à ce niveau-là. Non, mais pour donner peut-être une enveloppe globale et l'impact, si vous voulez, des recrutements effectués là, en cours d'année, on peut comment le raisonner mieux lorsque, comment je veux dire, enfin là, ça revient à communiquer un budget, ce que nous ne comptons pas faire. Mais en tout cas, c'est amorti dans le cadre de l'accroissement de nos activités, de ce que nous évoquions tout à l'heure, comment la consolidation de notre taux de marge brute. Donc, tout ça est digéré, quoi. Ce que je veux dire, on n'aura pas de dérapage de rentabilité inhérent à, comment je veux dire, à la prise en compte de ces coûts-là. En ce qui concerne le déploiement du réseau, sur les régions, effectivement, nous avons des succès, comment je veux dire, c'est pas forcément d'une très grande homogénéité encore. Nous tirons aussi des enseignements de notre expérience. Je confirme que l'emplacement, mais pas que. Magny-en-Vexin, par exemple, le dernier point de pointe ouvert n'est pas un emplacement exceptionnel et pourtant on a un très beau démarrage. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'implantation locale comment je veux dire, des candidats est déterminant. Leur histoire, quelque part, avec le local est aussi déterminant. Nous avons des succès, mais comment je veux dire, c'est pas toujours homogène, effectivement, avec des réussites. Disons globalement, les critères qui jouent favorablement pour nous, ce sont la taille des villes, comme je l'évoquais tout à l'heure, des villes qui nous permettent de créer l'événement lorsque nous arrivons sur place, et des villes c'est un peu plus simple lorsqu'il n'y a pas d'acteurs spécialisés déjà présents. Voilà les deux critères qui jouent favorablement pour nous. Je ne pense pas qu'on puisse dire que des régions soient moins favorables que d'autres. C'est plutôt des circonstances de magasins, comment dire, l'implication des affiliés qui font la différence. En tout état de cause, ce qu'on peut noter, c'est qu'on arrive quand même à créer assez vite une clientèle fidélisée autour des nouveaux magasins. Et ça, c'est quand même très intéressant puisque au bout d'un an, on a vendu, commercialisé un nombre de cartes de fidélité qui, en théorie, sont suffisants pour porter sereinement l'économie des magasins. Et d'où comment la volonté que nous avons eue, Pierre vous a exposé tout à l'heure, de recruter maintenant un expert de la gestion des CRM pour exploiter au mieux et bonifier cet accroissement de clients fidélisés quoi. Et particulièrement travailler ce CRM en valorisant l'équipe sur le plan local, enfin, jouant à fond la proximité auprès des clients fidélisés. Mais comment je veux dire, sur le rythme de croissance, c'est pour ça que maintenant que nous savons que nous sommes sereins sur notre capacité à déployer notre réseau, nous avons sans doute aussi monté d'un cran la sélection des emplacements sur le plan géographique. Nous sommes, d'une part, parce que nous-mêmes, nous sommes plus connus, donc quelque part, nous avons la capacité d'être un peu plus en exigence par rapport à des foncières, par rapport à des acteurs de la grande distribution qui souhaitent maintenant nous faire venir sur leur parc pour consolider leur offre sur le plan local.
Donc, tous ces éléments aussi favorisent notre capacité à être plus sélectif sur les emplacements. Sur le plan de l'expérience aussi du recrutement, donc maintenant, nous avons 1 an de recul, donc on voit bien les profils qui se mettent en place plus rapidement sur un territoire. Et là aussi, nous sommes devenus un petit peu plus exigeants et nous avons affiné certains critères de recrutement de nos affiliés. Encore une fois, l'idée, c'est pas de foncer comme des fous furieux, c'est bien sûr de capitaliser sur la bonne dynamique que nous avons en termes de création, mais d'être de plus en plus professionnel, sélectionné, vigilant et être en capacité de venir au soutien des affiliés de manière là aussi, de manière plus experte avec les talents que nous recrutons actuellement. Ce qui me permet de revenir sur les achats aussi, quand on parle, Pierre, vous précisez achats et offres, c'est qu'on veut aussi professionnaliser l'analyse de la rotation des produits, des marges dégagées, enfin tout ce qui va derrière la création de valeur inhérente aux achats. Ok, merci beaucoup. Éric Blin, de chez Finance Connect, vous pouvez activer votre micro, la parole est à vous. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui, juste 3 petits points. Le premier, sur le marché pertinent de 2 milliards, si on exclut la région parisienne, il devient combien? Et ma question sous-jacente, c'est de savoir, vous avez dit que vous n'aviez pas Mani, c'était un épiphénomène. Quand est-ce que c'est la région parisienne? Ça, c'est ma première question. La seconde question, c'est concernant une vieille marotte que j'avais autrefois de parler de distinction entre le volume et les prix, qui va redevenir d'actualité visiblement. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la hausse des prix qui est intégrée et que vous prévoyez entre le mix produit et puis la hausse des prix unitaires? Et mon dernier point, c'est cette marge dont vous avez dit qu'elle était un peu plus faible là parce que vous avez accepté d'aider des filières. Vous aviez, je crois, 55% de produits carnés. C'est cette filière qui est un petit peu impactée et est-ce que il y a une vraie différence de marge en pourcentage entre les types de produits? Voilà, merci beaucoup. Très bien. Comment je veux dire, sur cette notion de marge produit, encore une fois, l'essentiel de nos accords sont verrouillés pour des périodes de 6 mois. D'accord? Donc là, on vient au soutien, c'est marginal. On va pas détériorer notre taux de marge sur ces produits-là. On accepte lorsque ce sont des acteurs qui sont de taille plus modeste, qui sont impactés un peu plus prématurément par les événements. Voilà, c'est marginal et ça ne jouera pas. L'ampleur de la hausse des prix, il est pas homogène, hein. Vous avez des activités, si on prend la volaille, il y a déjà eu des hausses qui ont été, encore une fois, je l'ai dit que nous avions, on a une attitude peut-être un peu plus constructive avec nos fournisseurs, donc on les a accompagnés lors du précédent catalogue. On avait déjà amorti à peu près 4-5 points sur toute l'offre volaille, par exemple. Nous aurons encore à consolider, je pense, la volaille. Ça sera le plus fort parce que c'est directement impacté par la hausse du soja, par la hausse des céréales. Donc, ça sera de l'ordre de 7-8 points, je pense, encore d'impact à prévoir sur cette famille. Nous avons un impact aussi sur le bœuf, alors pas pour des raisons, et je pense que ce sont des raisons qui méritent d'être pris en conscience par nous tous, hein, le grand public. C'est que aujourd'hui, il y a une raréfaction de l'offre en France en matière bovin, puisque beaucoup d'agriculteurs se découragent et il y a moins de produits à abattre, donc ce qui renchérit le coût de ces produits à l'achat et qui nous est répercuté après. Donc là aussi, on a veillé à accompagner progressivement. On sera sur une échelle peut-être un peu inférieure à ce qu'on a eu sur la volaille pour ce qui est du haché, plus importante sur les pièces nobles, qui, elles, avaient été très impactées à l'occasion de la période de confinement, puisque comme les restaurateurs étaient fermés,
la restauration, de manière générale, commercialise les pièces nobles, hein, les entrecôtes, enfin, tout ce que vous connaissez. Et donc, les prix sur ces produits-là avaient été dépréciés. Et donc là, on revient à une normalité, donc ce qui fait un effet important de hausse par rapport à une situation 2020, mais qui a été largement inférieure à une situation précédente. Voilà, je m'excuse, c'est un peu compliqué, mais c'est la réalité des prix marchés. Ce qu'on peut dire sur le porc, c'est que normalement, on aurait dû répercuter, nous, des baisses par rapport au cours du cadran, mais on n'a pas voulu le faire sur le dernier catalogue. On n'a pas baissé nos prix d'achat pour essayer de soutenir modestement nos partenaires qui étaient confrontés donc, à un effondrement anormal du prix du porc, puisqu'ils étaient confrontés à un renchérissement de leur coût de production et un effondrement du cours du cadran. Donc, ce n'est pas notre stratégie. Donc, on a maintenu nos prix d'achat, ce qui fait que sur le prochain catalogue, il y aura peu d'impact sur le porc. On aura quelques corrections, mais sur cette famille produit, ça aura peu d'impact. Donc, voilà présenter les impacts sur les 55% que vous évoquiez. Sur le reste, sur le légume, c'est une famille qui ne bougera pas ou marginalement. Sur le poisson, on aura quelques répercussions à faire, notamment sur certains poissons nobles. Ça, c'est l'impact un peu Brexit, la contraction des zones de pêche. Mais sur l'ensemble de l'offre poisson, je pense qu'on devrait arriver à maîtriser les choses autour de 4-5 points. Voilà, à la louche, préciser un petit peu la lecture que nous pouvons faire. On a un gros avantage dans notre offre, c'est que nos produits sont très simplement conditionnés. Donc, on a moins de répercussions sur ce qui coûte très cher aujourd'hui aux opérateurs, les cartons, les cartouches, les produits un peu sophistiqués sur le plan des emballages. Là, vous avez des hausses significatives qui renchérissent, qui viennent se cumuler à la hausse des matières premières. Donc là, nous, on est de ce point de vue-là un petit peu épargné, voire même, comme vous l'a exposé Pierre, sur certains fournisseurs, on a réussi à compenser la hausse du coût de l'emballage par une réduction de sa densité, quoi. Donc voilà un petit peu Alors, sur la région parisienne, oui, encore une fois, il faut bien comprendre que sur des territoires comme ça, à forte densité de population, l'intensité en termes de communication doit être beaucoup plus forte que sur des densités plus modestes en termes de population. Et on ne souhaite pas aujourd'hui, on considère qu'on a largement de quoi faire aujourd'hui encore sur des territoires qui sont avec des villes modestes où l'intensité de communication est plus proportionnée avec nos moyens pour bien continuer notre développement plutôt que de vouloir préempter trop rapidement la région parisienne qui nécessiterait d'engager des moyens de communication beaucoup plus élevés parce que vous qui y vivez, vous savez, vous avez une offre pléthorique, c'est quand même difficile d'exister. Donc, encore une fois, on va plutôt privilégier les zones où on sait pouvoir se déployer sereinement sans surinvestir en termes de communication. Sur le marché du surgelé, votre remarque est pertinente. Effectivement, la notoriété de Picard s'est construite sur le plat cuisiné surgelé. Je fais à la louche, je caricature sans doute un peu trop, mais c'est un des leviers importants de déploiement du réseau de Picard, donc sur les grandes zones urbaines. Pour autant, lorsqu'on étudie, en tout cas les publications de l'INSEE, l'approche est assez homogène, c'est-à-dire qu'effectivement les Parisiens ne vont pas acheter ou très peu de produits bruts surgelés parce qu'ils n'ont pas de quoi les stocker, et puis parce qu'on est plus dans une consommation rapide, donc plat cuisiné. Par contre, vous avez ce phénomène qui est quand même très présent dans le monde rural, où les gens ont systématiquement dans des gros congélateurs déjà, des tailles de congélateurs beaucoup plus importants, des produits bruts à disposition parce que on n'a pas à sa porte une offre immédiate, donc on a besoin de stocker. Donc l'un dans l'autre, l'INSEE prétend analyse plutôt que de prétendre, analyse la consommation surgelée sur une base. Alors, c'était des chiffres 2019, encore une fois, je n'ai pas encore les données 2020, mais de l'ordre de 243 € de dépenses annuelles par ménage. Et ce qu'on peut caractériser, il n'y a pas forcément une grosse différence sur le plan géographique. Par contre, dans le temps,
il y a très clairement, ce qui est un peu moins vrai dans notre réseau, nous, on essaye de travailler au contraire une présence et une offre qui soit pour accompagner tout au long de l'année le consommateur, mais avec une différence importante pour le réseau spécialisé d'offres spécifiques pour les fêtes de fin d'année ou qui représentent plus que, alors je n'ai plus les chiffres exacts, je crois que Picard a communiqué récemment, a actualisé ces données-là, mais c'était une proportion significative de son activité qui était constatée à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc c'est plutôt, il y a plus un impact saisonnier que géographique, je dirais, sur ce marché des réseaux surgelés. Par contre, encore une fois, j'ai bien conscience, et ça conforte un petit peu aussi le message que je vous passe pour la région parisienne, c'est qu'en région parisienne, c'est plus une offre plat cuisiné qui va fonctionner qu'une offre produit brut. Et juste sur l'objectif 2025, la région parisienne n'est pas dedans ou elle est marginalement dedans? Elle n'est pas forcément dedans, non. On a largement de quoi faire sans la région parisienne. Encore une fois, on a une approche très pragmatique, hein. Là, on a démarré manière avec ça se passe plutôt bien. On va voir si on peut prendre des points d'appui à proximité qui fonctionnent bien. On n'est pas têtu. Encore une fois, notre objectif, c'est d'être très pragmatique. Quand on peut sereinement tenir nos critères qui déterminent la mise en place d'un point de vente, on le fait. Ça sera sur le territoire de l'Île-de-France, peut-être, mais en tout cas, ça ne sera pas cœur de centre-ville de Paris, par exemple. Je pense que là, très clairement, il nous faut imaginer une autre façon d'appréhender ce territoire, si c'est à ça que vous pensez. Parce que la région Île-de-France, c'est aussi de la campagne, quoi. Et puis c'est de la logistique, parce qu'il faut prévoir la logistique pour y aller, ou ça, c'est pas un problème? Écoutez, c'est l'avantage du surgelé, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'urgence, c'est pas le frais. Le frais, vous avez la logistique est beaucoup plus contraignante parce qu'il y a une forme d'urgence, si vous voulez, dans l'approvisionnement de vos magasins. Là, le surgelé, c'est plus serein. Il y a des flux, comment je veux dire, on travaille avec un partenaire qui est le numéro 2 en France, qui a une organisation de flux réguliers, si vous voulez, qui maille tous les jours l'ensemble du territoire. Donc, on s'intègre simplement dans son flux. Donc, c'est assez simple à organiser. On n'a pas de contrainte d'ordre. Ça peut, bien évidemment, quand vous allez livrer Souston, ça vous coûte plus cher que lorsqu'on livre le magasin de Château-Giron à côté de Rennes. Mais s'il y a une répercussion de coût, mais pas de faisabilité. Donc, c'est pour ça que ça nous... Et moyenné, on a réussi à maîtriser très correctement nos coûts logistiques. Pour ça que là aussi, on veille à conduire un déploiement qui nous permette encore mieux densifier notre région historique, puisque là, on sait qu'à chaque fois, ça nous permet de mutualiser un coût de logistique tout à fait performant pour l'ensemble du réseau. Et juste pour résumer votre réponse sur l'inflation du chiffre d'affaires, si on dit que l'inflation est de l'ordre de 3%, ça a été de 3% en 2021 et pourrait être de l'ordre de 4 à 5 en 2022, c'est quelque chose qui vous choque ou pas? C'est sans doute l'ordre de grandeur. C'est sans doute l'ordre de grandeur. Je rappelle que l'INSEE a communiqué, alors je sais que c'est avec prudence, mais sur une inflation 2021 à 2,8%. Donc, vous voyez, on est dans les chiffres que vous annoncez, et je pense que globalement, ça doit être l'ordre de grandeur en ce qui nous concerne. 4-5 points. Alors maintenant, où il faut être très vigilant, c'est les répercussions en termes de panier moyen, quoi. Parce que le panier moyen, lui, il a tendance à s'éroder. C'est-à-dire que très clairement, le contexte, je ne veux pas passer pour un grand spécialiste d'analyse des consommateurs, mais il faut quand même qu'on soit lucide. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des Français, il n'a pas augmenté de 3%, quoi. Donc, il y a des arbitrages qui se font et ce qu'on voit, c'est que les arbitrages contraints, enfin ceux qui ne l'ont plus d'ailleurs, hein, des dépenses contraintes des consommateurs, ont eu une inflation peut-être supérieure à ces 3%. Et donc, ça met la pression encore un peu plus, il y a un effet qui se coule sur le pouvoir d'achat disponible des Français. Je pense que aujourd'hui, on a un contexte de ce point de vue-là qui est assez morose. Il faut être réaliste, hein. C'est pas on n'est pas dans une euphorie de consommation. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas certain de pouvoir transformer
si c'était ça votre raisonnement, les 4-5 points d'augmentation de prix sous forme de chiffre d'affaires immédiat, quoi. Il va falloir travailler notre offre, la pertinence de notre offre pour que, malgré les augmentations tarifaires, ça s'intègre dans la consommation quotidienne de nos clients. Mais vous êtes dans les produits de base, je C'est dirais. l'avantage. C'est l'avantage, et c'est vrai que quand on se compare, je suis assez vigilant sur ça, sur les référents Drive, Leclerc, enfin tous les référents, on reste très, très compétitif sur l'offre des produits carnés, par exemple, ou autres. Alors, comment je veux dire, pour nous, c'est un marqueur essentiel. Merci beaucoup. Oui, bonjour, c'est Corinne d'Actus. Donc, je vais reprendre la main parce qu'on a eu des questions sur le chat. Je les ai regroupées, donc je ne vais pas citer tout le monde, j'ai juste regroupé par thématique. La première thématique, c'est sur les fournisseurs. Est-ce que le déploiement progressif du réseau d'ouest en est va vous amener à faire évoluer vos choix de sélection de vos fournisseurs produits? Toujours dans la thématique fournisseurs, est-ce que le nombre de fournisseurs avec lesquels vous travaillez a augmenté? De mémoire, vous étiez entre 90 et 100. Et toujours dans cette thématique, question qui s'adresse un peu plus à Pierre, est-ce que les nouveaux emballages plus fins que vous avez cités, à quel moment vont-ils faire leur apparition? Et avec quel fournisseur travaillez-vous? Est-ce que c'est un seul fournisseur ou plusieurs fournisseurs? Je vous laisse la main et il me restera encore une question. Tu prends les questions fournisseurs, Pierre? Alors sur la partie fournisseurs, donc nous avons légèrement augmenté le nombre de fournisseurs. Alors je pense qu'on était lors de l'introduction en bourse aux alentours de 80 de mémoire. On doit être plus aux alentours de 100. Ensuite, nos fournisseurs, comme on l'a toujours dit, nous, on garantit l'origine France, donc ils ne sont pas forcément bretons. Alors, il est vrai que l'industrie agroalimentaire française est essentiellement basée en Bretagne ou dans le Grand Ouest, et d'où le pourcentage de fournisseurs qui sont plutôt originaires de cette région. Mais à partir du moment où l'offre nous intéresse, qu'elle correspond aux attentes de nos clients, de nos consommateurs, et qu'elle correspond à notre charte, nos contrats cartes d'achat, nous sommes prêts, je dirais, à sourcer nos produits en France, que ce soit dans le nord de la France, dans le sud ou dans l'est, le critère essentiel étant l'origine France. Ensuite, pour répondre à votre deuxième question, qui était… Non, c'était sur le nombre de fournisseurs, donc c'est bon, ça là tu as couvert. La troisième, c'était sur les nouveaux emballages, oui, à partir de quand ils vont arriver. Oui, sur la partie des emballages. Donc ce qu'on a fait, là, on a travaillé avec un fournisseur de légumes, où on a diminué donc l'épaisseur des emballages, donc on est passé de mémoire de 50 microns à 42 microns. Donc nous avons testé ça avec ce fournisseur sur une référence. Nous avons constaté que l'emballage tenait et qu'il n'y avait pas d'impact d'un point de vue consommateur. Donc nous allons l'étendre à toute sa gamme. Maintenant, nous avons cette démarche, je dirais, RSE avec tous nos fournisseurs. À chaque fois qu'on le peut, on a une réflexion pour voir comment on peut diminuer la quantité d'emballage, la quantité de plastique. Comme vous le savez, la démarche RSE est importante chez nous, c'est au cœur de notre concept. Et donc, nous avons ces discussions avec, je dirais, tous nos fournisseurs dès que c'est possible. Voilà. Après, il y en a qui n'ont pas les capacités industrielles de changer. Il faut qu'on s'adapte à chacun. Mais en tout cas, la volonté, elle est là, elle est chez nous. Et en général, elle est bien écoutée par nos fournisseurs parce que c'est vrai que je pense que maintenant, tout le monde prend conscience de l'enjeu du développement durable. Le fournisseur en question, c'est le plus gros fournisseur de légumes pour nous. C'est un fournisseur historique. Et en poids, c'est quasiment plus de 3/4 des légumes qu'on commercialise, quoi. Pas en nombre de références, mais donc c'est significatif. Très bien. Et la dernière question qui n'a rien à voir, c'est combien la marque Ecomium emploie-t-elle de personnes au total? Donc effectivement, on a donné le nombre d'employés, mais au total, c'est-à-dire y compris les salariés dans les magasins affiliés.
On doit frôler les 180, 185 personnes au total concernées par l'enseigne. On met un peu plus de deux par magasin, moins nos magasins intégrés, donc ça nous fait du 58 multiplié par 2, 130, vous rajoutez au 44, vous voyez, vous êtes à 174, 180 personnes à peu près de concernées par l'enseigne aujourd'hui. Puisque dans les 44, il y a les gens qui travaillent dans nos propres magasins. Très bien. Je laisse la parole. Nous n'avons plus de questions sur le chat. S'il n'y a pas d'autres questions. Scalia, du Telegram, vous pouvez activer votre micro. La parole est à vous. C'est parti. Donc, on n'aura pas la question du Telegram. Écoutez, il nous reste à vous remercier s'il n'y a pas d'autres questions pour votre participation. Je crois que Corinne, on a indiqué notre prochaine communication. C'est programmé pour... Oui, pardon, c'est programmé pour le 7 avril. 7 avril prochain. Donc, à la clôture. À la clôture. Oui, bonjour, Camille Harel pour LSA. J'avais une question concernant l'e-commerce. Vous avez indiqué que tous vos points de vente étaient équipés de Click and Collect, mais que ce canal était très faible, enfin, voire à la marge. Est-ce que vous avez comme ambition de développer des moyens pour accroître ce canal de distribution et également sur la livraison à domicile avec ChronoFresh? Merci. Alors, sur le Click and Collect, c'est donc un service que nous offrons à nos clients qui est différemment utilisé. D'ailleurs, plus on est urbain, plus on l'utilise par rapport versus, on va dire, monde périurbain ou rural. Notre ambition n'est pas forcément de le développer. En matière de surgelé, l'acte d'achat, quand vous venez faire vos courses dans un magasin comme le nôtre ou nos confrères, l'acte d'achat est entre 5 et 8 minutes. C'est beaucoup moins contraignant que lorsque vous allez dans une grande surface, vous allez passer facilement 20 minutes, une demi-heure minimum, même si on sait que parmi les leaders, ils se fixent comme objectif que le client passe pas trop plus de 20 minutes dans le magasin. Donc, vous voyez, le besoin du Click and Collect est peut-être moins flagrant pour notre offre, quand je dis nous, au sens des magasins spécialisés qu'ailleurs. Ceci étant, les chiffres que j'ai en matière de Click and Collect ailleurs, des 5%, là, c'est pas non plus, comment je dis, en tout cas, il y a encore quelques années, c'était le ratio à peu près, même des drives dans beaucoup de réseaux de distribution. Alors, il a augmenté, c'est vrai, dans les habitudes sous l'impulsion, il faut attendre les derniers chiffres liés à l'épisode sanitaire que nous avons connu, on verra, mais encore une fois, c'est moins essentiel pour le consommateur lui-même d'avoir recours. Je rappelle que pendant la période du Covid, on est monté parfois certains mois à plus de 30% à l'usage de cette facilité. Donc nous, on raisonne comme un service offert au magasin. Sur la livraison à domicile, effectivement, nous offrons ce service-là. Je pense que le déficit, entre guillemets, de notoriété de notre enseigne, encore à l'échelle nationale, nuit au déploiement de cette offre. Elle se construit doucement. On n'a pas l'intention d'investir, sur le plan marketing, en tout cas de manière significative sur cette offre-là. On concentre les efforts au soutien des nouveaux magasins ouverts, au soutien des affiliés. Donc, on raisonnera une offre peut-être ultérieurement plus ciblée pour ce type de service. Merci. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis au plaisir de vous retrouver